On va l'inviter à s'installer, Carlos Martens Bilongo. J'espère que je prononce bien. Très bien. Pas de faute. Aucune faute. Super. Bienvenue sur le plateau d'Allume la télé. Merci. On est très heureux de vous recevoir. Honorable, c'est comme ça qu'on dit, non? En Côte d'Ivoire, oui. En Côte d'Ivoire et là-bas? En français, en France, on dit uniquement député. Monsieur le député. Ça se passe bien? Très bien. Très bon mandat à vous, on vous le souhaite en tout cas. Merci. Vous êtes député du Val d'Oise, c'est le 95 ça, non? Exactement. C'est ça, 95 dans les Îles-de-France à Paris. Vous siégez aux affaires étrangères, membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, membre également du groupe parlementaire LFI NUPES. NUPES, exactement. NUPES, c'est comme ça se dit, d'accord. Et vous êtes originaire du Congo, Kinshasa, et français. C'est ça. Et français, heureusement. Heureusement. Alors, vous êtes un homme passionné par l'apprentissage et le partage des connaissances. Vous avez décidé de mettre toute cette expérience et surtout votre histoire personnelle au service de la France. Racontez-nous un peu comment est-ce que vous êtes devenu député et puis c'est quoi l'histoire derrière? Je suis quelqu'un de très engagé depuis mon jeune âge. Et je sais que ça passe, l'engagement passe souvent par l'engagement politique. Hein. Très jeune, déjà, j'étais souvent délégué de classe. D'accord. Donc vous avez l'habitude de... postes de responsabilité. Déjà se défendre, hein, parce que j'étais un peu agité en salle de classe. D'accord. Et ensuite, quand on se défend soi-même, il faut défendre ses camarades de classe. Parce qu'en conseil de classe, tout le monde passe un par un. Vous avez grandi où? À Villiers-le-Bel. Oui, c'est un peu chaud, non? Non? Oui, non, c'est des quartiers où il y a une grosse immigration, des quartiers populaires où il y a beaucoup de logements sociaux. Donc ça fait des quartiers qui sont très dynamiques, il y a une grande vivacité, une grande aussi créativité de ces jeunes-là parce qu'on est issus de partout. Et du coup, on se mélange, on a plein d'idées. Il y a la pauvreté aussi qui nous suit, c'est une réalité. Mais ça nous oblige aussi à faire 2 fois plus. C'est une des choses qui font que je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est de par mon engagement, de par où je suis né, de par ce que j'ai vécu, qui fait de moi aujourd'hui Carlos Martens Bilongo et député du Val d'Oise. Est-ce que vos parents, ils sont nés aussi en France ou est-ce qu'eux, ils ont émigré depuis le Congo? Non, ils ont émigré. Mon père est arrivé en 77 en France et ma mère l'a suivi dans les années 81. D'accord. Ouais. Et donc, 2 Congolais d'origine qui s'installent en France, qui établissent leur vie là. Exactement, qui font des enfants. Arrivent après. Les enfants arrivent après. Vous étiez nombreux? 6 frères et sœurs. J'avais déjà 2 sœurs qui étaient nées famille nombreuse. À Kinshasa. Et ensuite, nous, on a suivi, on est nés en France. D'accord. Et donc, quand vous arrivez, à quel moment vous vous dites je ne vais pas juste être délégué de classe, je vais aller jusqu'à devenir député ou à occuper des hautes fonctions politiques? En fait, c'est par rapport à tous les défis qu'on rencontre tous les jours. Quand on vous ferme des portes, soit on accepte d'avoir des portes fermées, ou soit on fait preuve d'adversité et on va aller au-devant des difficultés et de continuer à être représenté et à se faire écouter. Parce que moi, j'étais président d'association. Quand on monte des projets, on a affaire aussi aux politiques pour une demande de salle, pour une demande de subvention. Et souvent, le politique n'a pas la même vision que vous. On vous dit, le projet est très bien, monsieur Bilongo, mais revenez nous voir dans 5 ans. Et moi, je sais que mon projet, aujourd'hui, vous voulez changer les choses si je le mets en place, ça va aider des populations. Ça. Donc, quand on m'a fermé des portes, j'avais 18, 19 ans. Et quand on est jeune et fougueux, on se dit, OK, on me refuse la place, on me refuse de m'écouter. Bon, on va prendre leur place alors. C'est comme ça, c'est ça qui m'a donné envie d'aller en politique, pouvoir défendre ensuite les projets de mes amis qui vont être ensuite présidents d'association, comme je l'ai été, et pouvoir porter la voix des sans-voix. Est-ce que les proches que vous aviez à l'époque auraient parié que vous auriez atterri dans une carrière politique? Je ne pense pas. Pas du tout? Je ne pense pas. Il n'y avait pas de vu signe, des réactions, les gens ont été surpris. D'accord. Je ne pense pas. Mais ceux qui avaient l'œil très averti l'ont senti, parce que j'ai eu beaucoup de retours, on me dit, on sentait qu'il allait faire quelque chose. Après le bac, vous êtes orienté sur la politique, en formation? Pas du tout. Vous avez fait quoi? Pas du tout. À la base, moi, j'ai un BEP mécanique informatisée. D'accord. Donc, mécanique. Rien à voir avec la politique. Machine à outils, tourneur-fraiseur. Donc, ensuite, j'ai fait un bac pro, technicien d'usinage, pour garder le même tronc commun, parce que quand on est dans le circuit pro, il faut finir son cycle pour pouvoir y déroger ou éventuellement repartir en général. Après, j'ai été dans le circuit général, j'ai fait un BTS technico-commercial et ensuite une licence marketing, négociation, option énergie renouvelable. Bon, il y a eu un peu de com quand même avec le marketing. Exactement, mais on voit quand même le chemin parcouru entre de la mécanique au marketing en licence, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. D'accord.
D'accord. En tout cas, parcours atypique, on verra ça tout à l'heure avec tout ce que vous avez réalisé depuis que vous avez décidé d'emprunter en tout cas ce chemin. Est-ce que la jeunesse panafricaine congolaise se retrouve à travers votre histoire, se retrouve à travers ce combat-là que vous avez décidé de mener? Je pense qu'au-delà, vraiment, c'est vraiment déjà toute l'Afrique. Oui, même les gens issus des minorités qui sont en France peuvent être d'Amérique du Sud, Algériens, Afrique du Nord, mais vraiment même toutes les gens de la diversité se retrouvent dans mon combat. D'accord. Ben, je le ressens souvent que les gens me disent tu portes nos voix, ce que tu représentes, ce que tu impulses, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. 2022, hein, donc il y a 2022. à peine un an. Et tous ces autres candidats que vous aviez en face, ils se disaient quoi au moment où vous alliez aux élections? Ben, il y avait des candidats qui étaient sortants, qui étaient présents depuis 4 ou 5 mandats, donc ça veut dire 20 ans de politique. Ils ne pensaient pas perdre face à un jeune de 31 ans. Il y en a qui étaient très... Indépendant, parce que vous êtes parti en tant qu'indépendant? Non, non, j'avais mon parti déjà. D'accord. J'étais déjà de la NUPES, la France Insoumise. Okay. Et les candidats, je me suis dit, bon, on a en face de nous un jeune de 30 ans, il ne pourra pas nous battre. Sans expérience. Exactement, sans expérience, sans mandat. Mais en fait, ça prouve que quand les électeurs se mobilisent, et quand on fait une belle campagne populaire, et quand on a l'adhésion des gens, tout à fait, on gagne. C'est bien dit. En tout cas, nous, on a encore plein de questions comme ça qui nous viennent à l'esprit, mais j'ai bien envie de vous reproposer maintenant l'insolite qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure. Vous allez voir un peu ce que ça donne. D'accord. Insolite. Alors, vous savez ce que ça donne hein, quand on est jeune et qu'on est député, on doit connaître toutes les problématiques de la jeunesse. Chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens dépeignent que la jeunesse est entraînée dans la médiocrité, dans les buzz et dans toutes ces choses qui sont jugées superficielles. En tant que jeune député, c'est quoi votre sentiment dessus? Parce que je pense qu'on a tous les mêmes problématiques, aussi bien ici que de l'autre côté, plus ou moins. Non, les problématiques sont similaires. Hein. On pointe souvent du doigt la jeunesse sur différents points, mais tout le monde a été jeune. C'est un passage obligatoire de la vie. Nos parents, quand ils ont été jeunes, ils ont eu le même passage que nous. Maintenant, ils n'avaient pas la technologie que nous avons. C'est ça. Mais moi, je ne pense pas que la jeunesse est plus problématique qu'avant. Elle a juste d'autres moyens de communication. Après, la jeunesse ivoirienne est vraiment très créative. Moi, je le vois sur Internet, sur Facebook, etc. Les Ivoiriens, vous êtes très présents sur la toile. Vous aimez les lives, vous aimez... Les Congolais aussi. Hein. Mais les Ivoiriens davantage. Hein. D'accord. Quand un Ivoirien il prend un sujet, on voit comme le sujet Aïcha Tremblay. Quand les Ivoiriens prennent un sujet, nous, à la fin, ça finit en buzz. Ça, nous, quand on charge ton affaire, tu sais qu'on a chargé. Mais quand on te décharge aussi, tu sais qu'on t'a déchargé. Vous savez ce que ça veut dire, plus ou moins? Oui. Vous avez compris le... Bien sûr, j'ai compris. Voilà, c'est bon. Alors, vous vous intéressez beaucoup à l'écologie, à l'économie, au rôle de la société civile, à l'initiative de la jeunesse, le développement personnel, la coopération internationale. Tout ça à la fois. Vous avez l'intention de révolutionner ces différents secteurs d'activité comment? Pas révolutionner, mais apporter ma pierre à l'édifice, apporter un nouveau regard, apporter la jeunesse, apporter aussi mon expérience. Parce que vous savez, quand vous êtes au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale française, il n'y a pas 2, 3, 4 ou 5, 6 personnes qui ont mon expérience, qui ont aussi cette double culture, de venir des pays africains, donc savoir cette expérience, cette richesse que nous avons, et y tirer le profit et faire écho aussi des situations en France. Et en mettant les deux parallèles en face à face, ça peut faire des belles choses, parce que sur la question écologique, les pays du Nord, en Hexagone, nous sommes des pays qui sont pollueurs. Ça peut être les États-Unis aussi, ou même l'Inde aujourd'hui. Mais c'est des pays qui ont une grosse dette écologique. Et quand on prend un Africain pollue très peu, mais par contre a beaucoup de répercussions par rapport au dérèglement climatique. C'est ça. Donc il y a ces questions-là, des fois, qu'il faut faire entendre à nos collègues parlementaires français. Et aussi, il y a des questions écologiques en termes de traitement des déchets qu'on peut aussi apporter comme technologie en Afrique. Et je pense que tout le monde peut y gagner.
À 30 ans, quand on devient député, est-ce qu'on se dit, je vais embrasser totalement une carrière politique ou on se dit, je vais faire ce travail-là pendant juste quelques années, histoire de changer un peu les choses, et puis après, j'irai vers autre chose? Je pense que pour changer les choses, il faut au moins 10 ans déjà. Donc 10 ans, ça fait 2 mandats, un exemple. Mais ensuite, c'est les électeurs qui vous donnent le moyen de continuer. Sans les électeurs, vous n'avez rien. Donc on vous donne déjà une première mission, 5 ans. À vous de faire un bon travail parlementaire pendant ces 5 années. Ensuite, de revenir devant les électeurs. Pas revenir uniquement après les 5 ans. Moi, c'est en continu que je suis constamment sur le terrain pour discuter avec les habitants de ma circonscription, avec l'ensemble des Français. Parce que quand on est député national, on est député de toute la France et aussi des Outre-mer. Donc je me déplace aussi aux Antilles, aussi en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des Français de l'étranger aussi. Beaucoup. Et notre parole aussi a un écho. Les Ivoiriens sont vigilants de la politique française et les Français qui vivent en France, qui sont d'origine ivoirienne, sont vigilants de notre relation aussi avec les Ivoiriens. C'est ça. Donc c'est important pour moi d'être sur le terrain. Vous êtes sur le terrain, mais qu'est-ce que vous répondez à tous ceux-là qui vous diront, en fait, parce que vous êtes entre deux feux. Il y a ceux qui diront... deux feux ou deux eaux. Ou deux eaux, oui, ça dépend de comment on veut voir les choses. Mais il y a ceux qui diront que vous êtes noir, certes, mais vous êtes né en France, vous avez toujours vécu en France, donc vous ne savez rien des problèmes des Africains qui sont immigrés ou qui viennent avec leur éducation et leur culture d'origine. Et puis, il y a ceux qui diront, vas-y, c'est un Africain, après tout. Ceux qui sont peut-être de l'autre bord, qui diront, non, c'est un Africain avant et après tout, il n'a rien à nous apprendre. Vous vous retrouvez un peu... non, pas du tout. Dans le sens où, moi, déjà, j'ai rien à apprendre à personne. J'apprends tous les jours. Et d'ailleurs, c'est durant mes voyages en Afrique que j'apprends le plus de choses. Mais je pense chacun peut s'apporter. Je suis totalement français. Je comprends les gens qui vont dire bah, il est français, il n'est pas africain. C'est normal, c'est vrai. Scrupuleusement. Mais politiquement, dans nos rapports et nos échanges, je pense qu'un Africain, peu importe le pays, gagnerait à avoir un représentant français en face de lui, il soit aussi d'origine africaine, pour connaître ces problématiques. On le voit tous les jours. Combien de fois les gens se sont plaints de dire ben, j'ai discuté avec un responsable politique français, on ne s'est pas compris par rapport à tel ou tel point. Je suis convaincu qu'avec des représentants politiques qui sont d'origine ou d'affinité, qui vous ressemblent, et qu'on connaissent par rapport à leur famille, par rapport à leur voyage, parce qu'aujourd'hui, quand je viens en Côte d'Ivoire, c'est pour apprendre de vous, pour mieux comprendre les problématiques et pour mieux les défendre et mieux les porter. Donc c'est à ce moment-là que ça joue, ça prend son rôle. Ça a du sens. Ça a du sens. Ça a du sens comme ce livre que vous nous présentez, Carlos Martens Bilongo, Noir français des quartiers à l'Assemblée. Alors dans ce livre, vous racontez un peu votre histoire, votre parcours, votre vie, en quelque sorte. Pourquoi vous voulez laisser des traces, vous voulez impacter à travers ce bouquin? C'est important pour moi, parce que ma vie, c'est un peu un épisode de stratégie de survie. C'est des quartiers à l'Assemblée nationale. Au bout d'un an de mandat, j'ai dit, bon, j'avais déjà commencé à écrire sur ma vie avant d'être député. J'ai très vite accéléré à la suite de mon mandat. Parce qu'il faut laisser une trace aussi et un héritage à une population qui est jeune et qui cherche souvent sa voie et qui aussi ont du mal. Vous savez, en France, beaucoup de personnes sont issues de l'immigration, de la diversité, et se disent que toutes les portes sont fermées. Il y a aussi un repli sur soi. La société, parfois, aussi est individualiste. On ne va pas aller vers son voisin, vers son ami, on ne va plus être en association, on va se diviser. C'est ça. Mais ça prouve que quand on travaille ensemble, c'est ce qui est écrit dans mon recueil, on peut gravir des échelons malgré les difficultés. Moi, j'ai eu 10 000 portes fermées, une seule porte ouverte, c'était la 10 001e. Ça a été très difficile, donc. Mais c'est passé. Et c'est ce que je veux donner, c'est ce que je sais de faire refléter à chacun à chaque fois. Je me déplace beaucoup en Afrique. J'ai été en Algérie, j'ai été au Maroc, j'ai été à Kinshasa également pour présenter mon bouquin. Et je suis maintenant en Côte d'Ivoire. Je serai bientôt... Tous ces pays réservent un bel accueil à ce livre? Par rapport au bouquin, j'ai uniquement fait Kinshasa et maintenant Abidjan. Et je serai bientôt dans d'autres pays africains. D'accord. Carlos Martens Bilongo. En plus, vous avez un nom qui fait... bon, à part le Bilongo, où on retrouve surtout le Congo, Bilongo. c'est Martens, Carlos.
Si on ne voit pas de qui on parle, on pourrait penser à... Vous savez, les mamans congolaises, sont très inspirées. Parfois, on peut s'appeler Désiré, Victoire, Justice. Dans votre cas, ils ont décidé de faire, je ne sais pas, sud-américain, je ne sais pas. C'était belge. Ma mère a été beaucoup inspirée par la Belgique. D'accord. Donc, elle connaissait un curé qui s'appelait Carlos Martins, qui nous a accueillis quand on était jeunes. D'accord. Et donc, elle m'a donné son nom comme il est décédé la même année où je suis né. C'est pour ça. En fait, il y a toute votre histoire ici. Hein. Exactement. Vraiment, au sens pur du thème. En tout cas, on espère que votre histoire impacte aussi toutes les communautés panafricaines qui vivent, peu importe où elles sont installées, aux États-Unis, comme Big Papa qui suit certainement cette émission depuis Washington et d'autres personnes qui se retrouvent à travers cette histoire. Je vous propose